J'ai donc fait le sang des bêtes parce que j'aime les animaux. Qu'entrant dans les abattoirs, j'étais terriblement commotionné. Et j'ai pensé que si je rentrais dans ce milieu avec une équipe cinématographique, je ressentirais la même émotion devant la tuerie des animaux. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Une fois de plus mon micro n'est toujours pas réparé, donc je filme avec un son un peu dégueu, celui de la caméra. C'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. En fait elle est pas spéciale mais moi elle me fait un peu sourire. Lorsque j'avais fait un sondage sur Instagram il y a pas longtemps pour savoir qu'est-ce que vous aviez envie de voir comme vidéo sur ma chaîne, pas mal, enfin quelques-uns d'entre vous m'avaient répondu qu'ils aimeraient bien voir une vidéo où je parle d'art, de mes coups de cœur, de mes favoris. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'en fait ce sont des vidéos que je faisais il y a peut-être 2 ou 3 ans sur ma chaîne, mais que personne ne regardait, du coup j'avais arrêté de les faire. Et à l'époque je parlais surtout de cinéma et j'avais une super introduction qui était celle-ci que j'ai retrouvée, donc je suis trop fière. Voilà, les choses ont un petit peu changé. Déjà le nom de ma chaîne n'est plus le même. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris art, mais pas vraiment en fait. J'ai décidé de sélectionner un sujet particulier qui est celui que je traite en ce moment un petit peu dans mon travail personnel, puisque je suis en école d'art. J'avais envie de vous montrer un petit peu les choses qui m'avaient influencé, les choses que j'avais vues et qui m'avaient marqué. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que ça me ferait très plaisir que vous me partagiez vous vos favoris, ou que simplement au vu de ce que je vais vous dire, en fait vous allez peut-être penser à des artistes, penser à des œuvres, à des films, à des livres, et vous allez vous dire peut-être que ça pourrait l'intéresser. Sentez-vous libre de laisser un commentaire là-dessus, moi ça me fera très plaisir. Alors très rapidement je vais revenir sur mon travail personnel pour que vous situiez un petit peu le truc. J'ai décidé de m'intéresser aux animaux dans l'art et notre rapport aux animaux. Bon, c'est très large. En réalité, j'ai réduit un petit peu mon regard. Je me suis surtout arrêtée à comment est-ce que les animaux sont utilisés dans la fabrication de produits qui servent après dans l'art, et notamment je me suis encore plus arrêtée sur la photographie argentique qui utilise de la gélatine animale. Peut-être vu un cartel d'une photographie où c'était écrit gélatino argentique. Gélatino, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai fait énormément de recherches là-dessus, sur l'histoire de la gélatine, comment est-ce qu'on la fabrique, comment est-ce qu'elle a été fabriquée pendant des années, comment est-ce qu'on la fabrique aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit morbide, parce qu'elle va l'être un petit peu, je suis désolée, ça va beaucoup traiter de la mort, des abattoirs, donc voilà, si jamais vous aimez pas trop ce genre de sujet, je vous invite à quitter cette vidéo. Voilà, pour moi c'est un sujet très important et qui n'a pas beaucoup été étudié en art. En tout cas la gélatine en photographie, je n'ai pas trouvé beaucoup d'artistes qui en ont parlé, même aucun, mais j'ai trouvé beaucoup d'artistes qui se sont intéressés à l'histoire des abattoirs et je vais revenir un petit peu là-dessus. Je vais faire dans l'ordre chronologique des choses dont j'ai à vous montrer. Première chose, ce sont les photographies à collodion humide. C'était une des premières techniques de photographie qui a été inventée en même temps un petit peu près que l'albumine, qui est un autre procédé photographique qui utilise des produits animaux. L'albumine, c'est un produit qu'on trouve dans le blanc d'œuf en fait. C'est le nom un petit peu scientifique, c'est une protéine qu'on trouve dans le blanc d'œuf. Et donc le collodion humide fonctionne à peu près comme l'albumine, si ce n'est qu'il est fait à partir de végétaux. Donc je me suis intéressée aux photographies qu'on faisait. Ça permet en fait de réaliser une panoplie de gris assez incroyable. J'aurais très aimé tester cette technique, malheureusement dans mon école on ne pouvait pas, donc voilà. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu ces images là, elles m'ont beaucoup plu. Je suis restée notamment sur cette image là du Capitole de Toulouse. J'ai perdu le photographe, alors j'essaierai de le retrouver et de l'écrire sur cette vidéo. On parlait d'un photographe qui s'appelle Élie Letard, c'est un photographe parisien si je ne dis pas de bêtises, qui a pris des photos dans les années 20, les années 30, il prenait beaucoup de photos de la ville de Paris et notamment il a pris des photos des abattoirs de la ville de Paris qui étaient à l'époque à la Villette, dans le quartier de la Villette. Aujourd'hui il ne reste que la grande halle qui était avant la grande halle aux bestiaux et aujourd'hui on l'appelle juste la grande halle de la Villette, mais c'est un ancien abattoir. Comme d'autres bâtiments architecturaux. Donc voilà, je fais une petite parenthèse un peu pour parler de mon travail encore une fois. Je me suis intéressée à comment est-ce qu'on avait pu utiliser les bâtiments d'anciens abattoirs pour de nouvelles utilisations, notamment voilà la grande halle de la Villette, la halle Tony Garnier à Lyon et les abattoirs de la ville de Toulouse qui sont aujourd'hui un musée.
Bref, Élie Letard a fait de très très belles photos des abattoirs de la ville de Paris. J'avais regardé ses photographies parce que j'ai moi-même réalisé des photographies dans un abattoir, dans 2 abattoirs précisément. Malheureusement, je ne peux pas partager de photographies parce que j'ai promis aux abattoirs que je ne le ferai pas. Aussi parce que je n'ai pas forcément envie de vous partager ces images, je suis gentille. Quand même. Je reviens sur Élie Letard. Il avait réalisé ses photographies pour la revue Document, qui était une revue d'art très connue et très en vogue à l'époque, qui était notamment dirigée par Georges Bataille, qui est un philosophe et critique d'art. Georges Bataille écrivait en fait des définitions de mots dans cette revue, des définitions bien sûr dans le sens élaboré, hein, pas dans une définition de dictionnaire, et il avait donné une définition du mot abattoir, et donc je la rajoute à la liste des œuvres que je voulais vous présenter parce que je trouve qu'elle est très intéressante et qu'elle a été très intéressante pour mon travail, alors j'espère que je l'ai gardée. Abattoir. L'abattoir relève de la religion en ce sens que des temples des époques reculées, sans parler de nos jours et de ceux des hindous, étaient à double usage, servant en même temps aux implorations et aux tueries. Il en résultait sans aucun doute, on peut en juger d'après l'aspect de chaos des abattoirs actuels, une coïncidence bouleversante entre les mystères mythologiques et la grandeur lugubre caractéristique des lieux où le sang coule. Il est curieux de voir s'exprimer en Amérique un regret lancinant. W.B. Seabrook, constatant que la vie orgiaque a subsisté mais que le sang de sacrifié n'est pas mêlé au cocktail, et trouve insipides les mœurs actuelles. Cependant, de nos jours, l'abattoir est maudit et mis en quarantaine comme un bateau portant le choléra. Or, les victimes de cette malédiction ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes qui en sont arrivés à ne pouvoir supporter leur propre laideur, répondant en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d'ennui. La malédiction, qui ne terrifie pas ceux qui la profèrent, les amène à végéter, aussi loin que possible des abattoirs, à s'exiler par correction dans un monde amorphe, où il n'y a plus rien d'horrible et où, subsistant l'obsession indélébile de l'ignominie, ils en sont réduits à manger du fromage. Donc Georges Bataille écrit ça en 1929 et je trouve ça toujours incroyable comment c'est toujours autant d'actualité, même si j'aimerais rajouter quand même que... je trouve qu'il est très juste, notamment lorsqu'il dit que... les véritables victimes ne sont pas les bouchers ou les animaux, mais sont en réalité les hommes qui ne peuvent supporter le propre reflet de l'ignominie qu'ils ont commis. Je viendrai aussi par la suite, je rajouterai d'autres détails là-dessus, notamment avec... je vais en parler maintenant, ça fera une belle transition. Un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, donc je ne l'ai pas terminé, mais je le lis un petit peu tranquillement, qui est L'animal que donc je suis, de Jacques Derrida. Alors c'est un philosophe qui a donc beaucoup travaillé sur la question de l'animal, du rapport entre homme et animal, comment est-ce qu'on existe en tant qu'humain, aussi grâce au rapport qu'on a avec les animaux. Je pourrais vous citer plein de passages de ce livre qui est vraiment très bien selon moi. Je vais vous en citer peut-être un, je crois, que j'aime bien. Il est clair que sans considérer les animaux comme des êtres humains, l'éthique s'étend à tous les êtres vivants. Nous ne voulons pas faire souffrir un animal inutilement. Mais le prototype de cela, c'est l'éthique humaine. Le végétarisme, par exemple, procède du transfert aux animaux de l'idée de souffrance. L'animal souffre, c'est parce que nous, en tant qu'humains, savons ce que c'est que souffrir, que nous pouvons avoir cette obligation. Voilà, donc ça traite notamment de l'idée de l'éthique, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose dont Georges Bataille, par exemple, ne parle pas dans son texte. En disant que les victimes ne sont pas les bouchers et les animaux, si a fortiori ils le sont quand même un petit peu, mais je suis d'accord, bref, je trouve que c'était intéressant à citer. Je vais pas entrer dans une analyse plus philosophique que ça, je suis vraiment juste là pour vous présenter un peu mes coups de cœur et je parle déjà depuis 20 minutes. Le montage ça va être sympa. Pour continuer un petit peu avec l'abattoir de la ville de Paris en 1949, Georges Franju, un réalisateur français qui était connu pour ses réalisations un peu fantastiques, et je crois qu'il était particulièrement touché par Le sort des bêtes, d'autant plus que c'est 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a tout en tête les images horribles de la Seconde Guerre mondiale, que lui-même je crois a vu des choses. Donc Georges Franju réalise un film aux abattoirs de la ville de Paris qui était d'ailleurs très intéressant. J'ai d'ailleurs vu une interview, si je la retrouve je vous la mettrai là, que je trouve très intéressante parce qu'en fait il parle de comment ça a été difficile pour lui de filmer dans l'abattoir de la ville de Paris en 1949. Donc déjà à l'époque c'était compliqué, alors imaginez pour moi aujourd'hui. Pour vous dire, je n'ai pas pu prendre d'animal en train de mourir. Ils étaient soit morts, soit vivants, mais pas entre les deux. Déjà c'était interdit de tourner dans les abattoirs. Je n'avais pour tourner dans les abattoirs qu'une autorisation de prendre des photographies des abattoirs de Vaugirard.
un policier du poste de police de la Vaugirard m'a demandé mon autorisation écrite. Je n'en avais pas. Et là, les difficultés ont commencé. Alors que le film Le sang des bêtes de Georges Franju, il est disponible sur YouTube, je vous invite à aller le voir, il est vraiment bien, il dure que 30 minutes. Enfin il est vraiment bien, voilà, c'est 1949 donc c'est un peu vieilli, c'est en noir et blanc, voilà, machin. Et je vous mets donc dans la description le lien pour aller le voir. J'enchaîne, sinon on va jamais avancer. Marc Trivier, putain j'ai pas les dates, je suis désolée, je ne sais pas de quand datent les photographies de Marc Trivier, j'espère que je les mettrai sur l'écran, je crois que c'est 70, 80, 90. Ce sont aussi des photos d'abattoirs, lui dans sa recherche, en fait il met en parallèle les photos d'abattoirs et d'autres photos, des photos de nature morte, des photos de personnalités célèbres, de portraits de personnalités célèbres. Voilà, et voir comment est-ce qu'en fait les photos interagissent entre elles. C'était vraiment beaucoup la mode, je pense, à cette époque-là, en fait, de créer dans l'art comme ça des sortes de liens entre les images. Les images n'étaient pas encore autant omniprésentes que comme elles le sont dans notre société aujourd'hui, ou sur Instagram, machin, partout, Google Images, des millions et des millions d'images. Mais du coup, il s'intéressait déjà à cette question de comment est-ce que quand on met deux images à côté, qu'est-ce qui se passe. Je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que je trouve pas que ce soit un travail très intéressant, mais j'avais quand même envie de le partager ici. Et en 1976, encore un autre film que je vous conseille d'aller voir, on a le film Meat, M-E-A-T, la viande, de Frederick Wiseman, qui est un documentariste américain dont le travail est particulièrement chouette. N'hésitez pas à aller voir toute sa filmographie. Et j'aime vraiment beaucoup ce film qui a été très dur à regarder pour moi, parce que j'avais arrêté les produits animaux depuis pas très longtemps et typiquement c'est ce genre de film quand on ne mange plus de viande, on fait oui non, non c'est bon, je n'en mangerai plus jamais. Très rapidement le synopsis, c'est un documentaire qui suit en fait le trajet de la viande depuis le parc dans lequel grandit la vache jusque dans l'assiette des consommateurs. Et on a toute sa transformation, donc le moment où la bête est abattue, comment est-ce qu'elle est c'est pas un verbe, écarisser, le moment de l'écarissage, le moment de la découpe de la viande, le moment du packaging, de comment est-ce qu'elle est emballée, et après le trajet. Et vraiment un film qui se veut assez objectif et quand même assez... de tous les films de Frederick Wiseman que j'ai vus, c'est selon moi le plus objectif parce qu'il ne met pas trop en rapport avec le montage, disons des idées, des enchaînements d'idées. Je sais pas si je suis claire, mais souvent, oui, dans un montage, on a une image puis une autre qui s'enchaînent. Et donc ça fait des liens. Et lui, non, c'est quand même assez linéaire. On ne sent pas une interprétation de sa part. Je sais pas si ça fait du sens. Bon, j'enchaîne. Je vais jamais y arriver. Ah, on va parler de ce livre-là, dont j'ai cité pas mal d'extraits sur Instagram. C'est l'Anthologie de l'éthique animale, qui est un livre qui reprend en fait... plein d'auteurs, de philosophes, d'artistes très très célèbres. On a Montaigne, on a De Vinci, on a Lépine, Wegener, Charles Darwin, Léo Brottier, plein de gens. Sur des articles ou des textes dans lesquels ils parlent de l'éthique animale, où ils parlent du végétarisme, ils parlent de toutes ces choses-là. Sur Instagram, j'avais partagé un des premiers qui est Pythagore, qui était végétarien et qui est vraiment très intéressant dans sa conception du végétarisme. Est-ce que je peux peut-être vous lire un autre extrait? En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de voir à quel point la question de l'éthique animale a traversé les siècles. Comment peut-il être juste de prendre part à autant de massacres commis sans aucune nécessité? Comment peut-il être juste, notamment dans un pays comme le nôtre qui connaît une abondance de denrées végétales, d'employer chaque jour 20 à 30 000 bouchers? Comment peut-il être juste d'emmener nos enfants voir ces massacres? Comment peut-il être juste d'émousser leurs instincts moraux en les montrant, à chaque repas ou presque, les membres déchiquetés de ces cadavres, d'autant plus que nous ne faisons pas que les montrer, nous nous en réjouissons comme d'un festin. Voilà, j'ai pris une page au hasard, c'est William Alcott, un médecin américain né en 1798 et mort en 1879, qui écrit ça en 1850 et ça me permet aussi donc de faire un petit parallèle. Mon dieu, mais c'est génial, je prends des choses au hasard et je fais des parallèles. Ça me permet de faire un petit parallèle avec un texte que j'ai lu, mais je n'arrive plus à me souvenir du titre, qui parle de la construction des abattoirs de la ville de Chicago, qui étaient à l'époque les plus grands abattoirs jamais construits. Ils sont construits en 1867, si je dis pas de bêtises. C'est juste une usine, je pense qu'on peut dire ce mot. C'est 2 millions d'animaux tués par an la première année et ça ne fait qu'augmenter après. Donc
C'est impressionnant. Si vous voulez voir des images ou si vous voulez vous renseigner, je vous retrouverai l'article et encore une fois ce sera listé en commentaire, en barre de description. Mon dieu, mais ça va être génial, il y aura plein de choses à lire en barre de description. On a un autre film que j'ai là, que j'ai emprunté à la médiathèque de mon école, qui s'appelle Secteur 545 de Pierre Creton. Pierre Creton, c'est un personnage intéressant. Pierre Creton, c'est un réalisateur français qui est aussi agriculteur et paysan. Et donc il fait les deux, et dans son travail les deux sont toujours liés. Et dans Secteur 545, ça parle de la traite des vaches, de l'industrie laitière, sur un fond qui se veut pseudo-philosophique, avec un film, c'est tourné en noir et blanc, c'est extrêmement horrible à regarder selon moi, quand on ne consomme pas de produits laitiers et qu'on ne supporte pas cette industrie-là. Voilà, il y a des scènes que j'ai trouvées très choquantes et racontées avec une telle légèreté que ça en fait grincer des dents. Voilà, j'ai trouvé ce film horrible, mais il est à voir selon moi. J'ai pas envie de parler plus de ça, ça me déprime. Je vais parler de photographes maintenant, qui sont assez récents. Alors oui, le film de Pierre Creton c'est 2006 et aujourd'hui on fait un autre bond dans le temps. Je vais vous parler de deux photographes qui s'appellent, j'ai perdu leur nom, Ackroyd et Harvey. Ce sont un couple de photographes ils font des photographies basées sur la photosynthèse. Ce sont des procédés que j'ai moi-même réalisés. Donc je peux vous passer des petites photos là maintenant. Ça s'appelle des anthotypes. En fait c'est basé sur la chlorophylle qui est présente dans les légumes. On en extrait le jus et c'est photosensible. En fait la partie exposée va éclaircir avec le temps. C'est un procédé qui avait été mis au point par... Je vais regarder mes notes parce que j'ai oublié. Oh la loose. Oh la fille qui fait trop genre elle s'y connaît, en fait pas du tout. Par John Herschel, merci Ambre, qui était un scientifique, un chimiste, physicien, astrologue, enfin bref il a fait plein de trucs. Et donc voilà, c'est très intéressant. Alors le couple que je vais vous montrer, les photographies sont particulièrement grandes et en fait elles sont c'est pas vraiment des anthotypes, c'est-à-dire que ce n'est pas du jus, c'est de l'herbe réellement qui est posée sur... une sorte de canevas géant et qui est exposé à la lumière, donc les zones exposées à la lumière éclaircissent tandis que celles qui étaient dans l'obscurité restent vertes. Voilà, ce sont des photographies qui en plus ne durent pas dans le temps et qui ne peuvent pas être exposées à la lumière du soleil. Voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, des œuvres qui ne peuvent pas tenir, qui vont forcément s'effacer. Qu'est-ce que ça dit des images? Qu'est-ce que ça dit de tout ça? Je vais terminer sur quelque chose qui est assez récent, ça date de 2014 je crois. La revue s'appelle Azimut et l'édition, le nom du magazine s'appelle Animal. Ça traite de la question de l'animal dans l'art, dans le design, dans plein de choses. C'est une revue qui est faite à mon école, à l'ESSAD, donc l'école dans laquelle je suis. Elle est vraiment très bien. Je ne sais pas où vous pouvez la trouver, certainement dans des bibliothèques municipales, mais sinon je pense que c'est un peu introuvable. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, simplement pour vous rajouter qu'il y avait ça. Voilà pour cette vidéo favorite, ça a été un peu long, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donc participer en commentaire et à me donner votre avis sur cette vidéo. Si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien le dire aussi, ça me dérange pas, je serais pas vexée, mais ça serait bizarre que vous soyez resté jusqu'à là pour me dire ça. Bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, allez au musée, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Salut! Tous ces gens, tous ces vivants ne sont pas des hommes, donc on les met dans la même catégorie. C'est un geste stupide d'abord, théoriquement ridicule, et puis c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux, qui conduit aux abattoirs, au traitement.